Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accompagner donc pour cette nouvelle année dans ces rencontres de l'avenir organisées par Nicolas Bouzou, organisées par la mairie de Saint-Raphaël. J'ai le plaisir de venir chaque année. Et c'est vrai que depuis que nous sommes parlés l'an dernier, un conflit a touché le continent européen à 2500 km de la France, provoquant évidemment son lot de drames humains, toutes ces secousses économiques. Et dans ce conflit, la France n'a pas faibli, puisque le président de la République a envoyé du matériel aux Ukrainiens, a envoyé également des soldats français, non loin, en Roumanie, justement. Le même président de la République, M. Emmanuel Macron, qui, tout près d'ici, il y a 10 jours, expliquait que la défense française allait changer de priorité. Fini la lutte contre le terrorisme au Sahel et à l'intérieur de nos frontières, avec Sentinelle, le dispositif va être allégé. Non, changement de cap au profit d'un durcissement des armées en vue d'une éventuelle participation de la France à un conflit majeur. Oui, voilà ce qu'il disait. Alors on en saura plus évidemment en janvier, en février, lors de la présentation de la loi de programmation militaire 2024-2030. En attendant, le budget de la France, qui est en cours de discussion, a voté une enveloppe exceptionnelle, un supplément au budget des armées de 3 milliards d'euros. C'est la première augmentation du type depuis 15 ans et on bat un record avec 43 milliards désormais pour les armées françaises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire avec, éventuellement ? Tout ça, évidemment, on va en reparler, bien sûr. Et puis, comment la France peut-elle devenir l'aiguillon de la défense européenne au sein de l'OTAN? Là, je reprends également les termes du chef de l'État, donc à Toulon, il y a une dizaine de jours, bien sûr. L'avenir de la défense européenne, voilà ce qui va nous animer pendant 1 heure. Vous aurez d'ailleurs la parole au travers de vos questions, notamment les lycéens qui sont avec nous. Et avec Nicolas Bouzou, on a souhaité inviter une invitée exceptionnelle qui a une longue carrière politique au service de la France, qui a démarré donc sa carrière politique en 1972 dans le cabinet d'Edgar Faure, qui est rentré pour la première fois au gouvernement en 86 comme secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, puis ministre ensuite de la jeunesse et des sports, des armées, 5 ans, l'intérieur, garde des Sceaux, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires européennes également, élu local évidemment, maire de Saint-Jean-de-Luz, député des Pyrénées-Atlantiques, présidente du RPR. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Alliot-Marie, s'il vous plaît. Michèle Alliot-Marie, soyez la bienvenue. Bonsoir, bonjour Madame la Ministre. On est très heureux de vous accueillir. Je pense qu'il faut qu'on prenne ça, hein. Ouais. Sinon ce sera trop intime. Bon, voilà. En tous les cas, bonjour à tous. Merci de votre présence et merci d'abord aux maires et aux organisateurs. Il est à côté de vous, Nicolas. Voilà, exactement, de cette manifestation, de m'avoir invité. Et c'est pour moi un grand plaisir de parler avec vous de choses que j'ai connues effectivement pendant un certain temps. Un petit peu. Et que l'on a l'impression qu'on redécouvre à chaque fois. Oui, avec de nouvelles priorités, voilà. Je le disais. Bien sûr. Je pense que nous allons en parler. Donc le contexte politique change. Oui, presque 44 milliards d'euros pour le budget de la France pour les armées. C'est du jamais vu. On n'avait jamais vu cette telle progression. On n'avait jamais donné autant d'argent à la défense depuis, je crois, la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que ça traduit? Et ça nous permet de faire quoi, Madame Alliot-Marie? Beaucoup de questions. La première des choses, c'est que je crois effectivement que l'Ukraine a été un véritable électrochoc. Un électrochoc parce que depuis des décennies, ne nous le cachons pas, beaucoup parlaient des dividendes de la paix. Et l'Europe était devenue en quelque sorte une sorte de modèle de la paix et de la stabilité dans le monde. Sauf que cela nous empêchait de voir qu'il y avait des menaces qui existaient, et qu'il y avait des tensions, et qu'il y avait des conflits, et que se voiler la face en disant on n'a plus besoin de faire d'efforts, c'était être complètement irresponsable. Alors, Dieu merci, vous disiez, c'est vrai qu'il y a un effort aujourd'hui exceptionnel, et je m'en réjouis, et cet effort est rendu possible aussi, probablement parce que l'opinion publique et les responsables politiques se rendent compte que les menaces sont nombreuses, mais c'est vrai aussi que la France a toujours fait un effort supérieur à celui de la plupart des autres pays européens. Les autres pays européens, pour beaucoup d'entre eux, j'ai fait le calcul du ratio par habitant. Nous allions exactement en termes d'efforts budgétaires de 1 à 10.
C'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne étaient les pays qui faisaient, même si ça peut apparaître aujourd'hui insuffisant, mais qui faisaient le plus d'efforts pour leur défense, tandis que vous aviez un certain nombre, nous étions aux alentours de, en fonction des modes de calcul, de 1,6, 1,7, 1,8. La Grande-Bretagne était à peu près dans les mêmes eaux. Vous aviez des pays qui étaient à 0,6. Là, on parle de pourcentage par rapport, par habitant. L'effort de défense par habitant, l'effort financier de défense par habitant. Donc, effectivement, qu'il y ait cette prise de conscience, c'est une nécessité, mais on est encore bien en deçà de ce qu'il faudrait sans doute, puisque si l'on regarde ce qui a été fait entre 1999 et 2020, la progression en Europe a été grosso modo de 20%. Aux États-Unis, elle a été de 65%. Et je ne parle même pas de ce qu'elle a été en Chine. Alors, à l'intérieur, bien entendu, il y a des tas de choses, parce que dans certains cas, par exemple en Grande-Bretagne, on prend en compte la retraite des militaires dans l'effort de défense. En Allemagne, il y a eu un effort d'1 milliard il y a quelques années, mais qui a été essentiellement consacré, je dirais, au bien-être militaire. C'est-à-dire, comme me disait le secrétaire d'État à l'armement allemand, il disait que ça a servi essentiellement à mettre des télévisions dans les chambrées. C'est pas ce que j'appelle exactement un effort de défense. En France, je pense que nous avons été plus sérieux dans la gestion. C'est une bonne chose que d'avoir cette capacité aujourd'hui, à la fois d'avoir de nouveaux matériels, c'est ce dont vous voulez que nous parlions certainement, d'avoir également du recrutement et de la formation. Voilà. Parce que la formation et l'entraînement sont des éléments essentiels à la fois de l'efficacité, mais également de la sécurité de nos militaires, et puis de la recherche, dont il ne faut jamais oublier que la recherche militaire, mesdames, a été à l'origine de la plupart des applications civiles que nous connaissons, allant de la poêle Tefal à l'IRM, qui viennent directement de la recherche qui a été faite en matière de sous-marins ou en matière d'avions militaires. Et ça aussi, le problème de nos industries de défense est un problème qu'il ne faut pas oublier, parce que dans tous les départements, celui-ci en est aussi un exemple, ce sont des retombées économiques qui sont non négligeables, qui doivent être prises en compte. 44 milliards... Non, pas du tout. Vous êtes un invité vedette des rencontres de l'avenir cet après-midi à Saint-Raphaël. 44 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? On rattrape sur quoi? On avait du matériel défaillant, Madame la Ministre? Vieillissant, disons. On a du matériel vieillissant, oui et non, ça dépend des domaines, parce que il faut bien voir que le matériel militaire s'étale comme durée de vie, en quelque sorte, entre 15 et 40 ans. Bien sûr. Et ce n'est pas la même chose, effectivement, que d'avoir certains types de fusils, ou d'avoir des chars, Leclerc, par exemple, ou d'avoir des avions. Donc, il y a certainement un entretien qui est le garant de la disponibilité. Et ça a toujours été un problème qui existe. Il y a également du quantitatif qui est nécessaire chez nous, puisque nous le voyons notamment en Ukraine, même si nous n'y participons pas directement. Néanmoins, parce que nous disons aussi, il y a besoin d'avoir une capacité de rénovation, en quelque sorte, et de continuation de l'approvisionnement de nos forces. Et puis, il y a également des domaines qui sont des domaines essentiels à la recherche ou au maintien de notre crédibilité. Je pense au nucléaire, par exemple. Le nucléaire est toujours dans les armées la source d'une grande discussion entre les différentes armées, parce qu'ils mangent une bonne partie de cela. Mais si vous voulez être crédible, c'est-à-dire si vous voulez vraiment jouer la dissuasion, il faut que notre nucléaire soit au niveau adapté. Le président de la République à Toulon, toujours, je le cite, voilà, la suite, ce sont deux outils majeurs, le renseignement et la dissuasion nucléaire. Et vraiment, on est là maintenant le seul pays de l'Union européenne à disposer, on va parler évidemment de l'avenir de la défense européenne. On est le seul pays de l'Union européenne, avant il y avait le UK, le Royaume-Uni. Oui, mais enfin le Royaume-Uni, c'est aussi un peu spécial, c'est-à-dire qu'il était très dépendant dans sa mise en œuvre des États-Unis. Bien sûr. Tandis que nous étions autonomes. Qu'est-ce qu'on fait sur la dissuasion nucléaire? On augmente, on accroît, on la renforce ou pas, Madame la Ministre? Le problème n'est pas tellement de renforcer. Le problème, c'est d'avoir la juste adéquation dans les différentes composantes, essentiellement maritimes et aériennes, qui nous rendent effectivement crédibles. Et puis, par ailleurs, vous avez aussi un travail de recherche extrêmement important, puisque aujourd'hui, vous avez une miniaturisation
du nucléaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle souvent d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire la capacité d'avoir la puissance nucléaire, mais en même temps sans avoir les retombées très larges de radiation. On tape sur un terrain d'opération. Voilà, vous avez ça. Et puis, vous avez le spatial. Une augmentation pour la France de 25% sur les crédits du spatial. Cela montre bien qu'il y a la prise de conscience que désormais, vous allez avoir effectivement une recherche et une crédibilité qui va passer par l'espace, parce que de l'espace, on peut faire effectivement beaucoup de choses, et notamment paralyser totalement un pays. Vous avez des tas de domaines comme ceci, dans lesquels il faut à la fois garantir quantitativement notre capacité d'intervention, mais il faut également technologiquement être à même de nous trouver au plus haut niveau technologique possible. C'est ce qui fait notre crédibilité. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, on dit, la 5e armée au monde. En fait, je considère pour ma part qu'elle est dans les 3 meilleures au monde. D'autres pays ont des armées, ont beaucoup plus de militaires, d'autres ont des capacités technologiques, mais si vous faites la liaison entre les capacités humaines et les capacités technologiques, nous nous situons certainement parmi les 3 meilleures armées au monde. Avec les États-Unis et avec, vous mettez quoi, la Chine ou le Royaume-Uni en deuxième ? Moi, j'ai tendance à mettre le Royaume-Uni, mais de le rapprocher effectivement plutôt. La Chine a un nombre extrêmement important, mais elle a en même temps, l'armée pour la Chine, c'est un problème social. Oui. Parce que ce sont des millions de personnes dont il faut se garantir qu'elles vont soutenir le régime et non pas se dresser contre lui. Et finalement, j'ai eu l'occasion d'en parler, notamment avec l'ancien président chinois, à plusieurs reprises. Et effectivement, sa première préoccupation, c'était celle d'avoir une armée qui reste bien dans la ligne de ce que souhaitait le parti. Et spécialement une marine aussi, puisqu'il y a un réarmement naval du côté de la Chine, évidemment, qui vise sur la mer du Chine. Juste pour revenir sur ce qui s'est passé depuis le mois de février, qu'est-ce que ce conflit déclenché par les Russes en Ukraine a révélé sur nos forces, nos faiblesses en France? Et quand le président de la République dit « de la réparation, nous devons désormais passer à la construction de l'avenir en évitant de conjuguer au futur antérieur », la France doit se préparer à un conflit d'envergure majeure. Avant, quand on combattait les terroristes au Sahel, ils avaient des kalachnikovs, des mines, quelques lance-roquettes, très bien. Ils n'avaient pas du tout de défense, de moyens offensifs aériens. Les Russes l'ont, les Iraniens l'ont. À quoi ça va ressembler maintenant les conflits du futur auxquels doit se préparer la France ? Moi, je dis depuis de très nombreuses années, c'était une de mes grandes discussions avec la DGA d'ailleurs, que bien entendu, si nous voulons rester une puissance qui compte, et si nous voulons d'abord protéger notre territoire et protéger nos alliés, nous devons toujours être à la pointe de la technologie, je vous le disais tout à l'heure. Mais n'oublions pas que la plupart des conflits auxquels nous avons participé, ou dans lesquels nous sommes intervenus dans le passé, et probablement dans le futur, sont également des conflits qui nécessitent d'avoir du matériel rustique. N'oubliez pas une chose, l'hélicoptère le plus sophistiqué, quand il est pris dans un vent de sable, de toute façon, il ne va pas décoller. Bien sûr. N'oubliez pas non plus en Irak, les forces spéciales avec lesquelles j'ai gardé des contacts me disaient que lors de la guerre d'Irak, leur problème, ça a été qu'ils étaient attaqués par des drones achetés notamment par Daesh, qui étaient des jouets, mais qui portaient des armes et qui lâchaient des grenades, notamment, au-dessus de nos forces. Tandis que pour nous, nous avions des drones extraordinaires construits en liaison souvent avec Israël d'ailleurs, sauf que nous n'avions pas d'une doctrine d'emploi, puisque nous n'avions pas de drones armés. On avait essentiellement du renseignement, mais pas de l'armement, et donc nous subissions cela. Moi, je me souviens quand j'étais en Afghanistan, où souvent j'allais aussi avec les forces spéciales à la frontière pakistanaise, ce qu'ils m'ont demandé, c'était d'avoir des quads. Parce que, évidemment, alors quand j'ai parlé de ça en revenant, l'état-major m'a regardé avec des grands yeux, mais c'est vrai que pour aller dans les zones montagneuses, le quad était beaucoup plus adapté. Par exemple, il n'était pas question de faire passer un Charles Leclerc. Non, bien sûr. Un Charles Leclerc, finalement, il impressionne, c'est pour ça que nous l'avions au sud du Liban, il impressionne par son poids, par le bruit qu'il fait en se déplaçant, mais ça ne peut pas aller dans un certain nombre de types de conflits où on a besoin de choses qui soient, de matériel qui soit à la fois résistant, qui
soit rustique et qui soit adapté à celui qui est en face. Bien sûr. C'est la raison pour répondre à votre question. On a besoin des deux. Voilà. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de continuer à aller très loin. C'est d'ailleurs souvent le rôle de la DGA ou de la recherche qui est faite dans nos industries d'armement. Mais nous avons également besoin de disposer d'un matériel qui soit adapté, parce que dans un certain nombre de cas, ça ne sert rigoureusement à rien. C'est toute la problématique des guerres asymétriques. Vous citez le Liban, et j'ai souvenir des propos du colonel Servan, grand spécialiste, qui disait: regardez ce qui s'est passé en 2006, lorsque Israël, Tsahal, donc grande armée évidemment, hein, bien sûr, a attaqué, enfin est rentré dans le sud Liban pour se heurter au Hezbollah. Ils avaient quoi, le Hezbollah? Ils avaient des fils téléphoniques de cuivre, tout simplement, donc indétectables par les plus grosses technologies qu'on peut avoir. Vous avez raison. Voilà. Oui, et en même temps, d'ailleurs, on revient sur l'un des problèmes que vous évoquiez, qui était celui du renseignement. L'un des problèmes, puisqu'en 2006, j'étais au ministère de la Défense, je l'ai bien vu, c'est que les Israéliens n'avaient pas été informés sur tout le réseau de souterrains qui permettait au Hezbollah de les réattaquer par derrière. Bien sûr. Et finalement, un grand nombre des décès que l'armée israélienne a subis à ce moment-là est venu de ce problème. Nicolas, question, remarque à Madame la Ministre. Non, mais ce que vous dites fait écho au rapport que Jean-Louis Thiriot a réalisé, donc le député, il y a à peu près un an et demi, je crois, dans lequel il expliquait au fond que c'est vrai qu'on devait, donc c'est exactement ce que vous dites, qu'on doit continuer d'investir dans les très hautes technologies et que ça fonctionne très bien en France et que l'articulation entre les pouvoirs publics et le secteur privé dans le secteur de la défense peut sans doute être un exemple pour d'autres secteurs, parce que c'est vraiment un exemple de succès français, mais qu'on devait aussi réinvestir sur des armements traditionnels. Et lui mettait l'accent sur la question des munitions, en expliquant qu'on manquait tout simplement de munitions. Et ce qu'il remarquait aussi, et je voudrais vous demander votre sentiment là-dessus, c'est que l'armée française, en effet, est excellente, mais dans une guerre de haute intensité, son inquiétude est qu'en fait, elle serait épuisée en termes de matériel extrêmement rapidement. Alors ma question est double. Est-ce que vous adhérez à cette idée qu'en cas de conflit de haute intensité, la France, même très performante, serait rapidement en manque de munitions, par exemple? Et puis, autre question, est-ce qu'il faut être préparé? Est-ce que ça fait sens d'être préparé en termes d'équipement à une guerre de haute intensité? Et pour abonder dans le sens de Nicolas, quand on a livré les 18 canons César à l'Ukraine, alors après on peut en discuter des heures et des heures, très bien, on s'est privé d'un quart de nos moyens, Madame la Ministre. Oui, alors en ce qui concerne les munitions, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un vrai problème de souveraineté. Parce que la plupart des munitions aujourd'hui ne sont pas fabriquées en France. Et à mon avis, ça, c'est un enjeu majeur, effectivement, parce que en avoir la disponibilité, c'est pas simplement une question financière, c'est pas simplement une question de production, mais c'est aussi, ça peut être aussi, effectivement, un problème de bonne volonté, en quelque sorte, de notre vendeur. Parce que dans la plupart des pays, il y a comme chez nous, d'ailleurs, quand nous envoyons à l'étranger du matériel militaire, il passe devant une commission où participent la plupart des ministères d'ailleurs, que ce soit les affaires étrangères, que ce soit les finances, pour être sûr qu'on peut l'envoyer. Donc vous avez des problèmes à la fois de oui ou non, qui va être dit au total, vous avez des problèmes de délai aussi. Et donc il est vrai que si nous avions, et ça j'avais attiré l'attention de la DGA depuis longtemps là-dessus, si nous avions nous-mêmes notre production, nous maîtriserions en quelque sorte davantage nos besoins. La loi de programmation militaire va y remédier justement. Alors j'espère que la loi de Pour programmation... acheter des obus notamment, pour armer toutes sortes de canons. Voilà, encore une fois, acheter c'est bien. Ouais. Si nous revenons à les produire, ce sera encore mieux. Vous avez raison. Ouais. Je pense que c'est ça l'un des enjeux. Et d'ailleurs, ça pose un problème alors plus large, effectivement. Il y a effectivement la capacité de renouvellement. Il est vrai que de toute façon, si nous arrivions dans un conflit de haute intensité, c'est pas du jour au lendemain. Donc, il est évident que le renouvellement est aussi quelque chose de tout à fait naturel. Enfin, on renouvelle régulièrement. On le voit avec le Serval, le Trifon, le Leclerc, bien sûr. Exactement. Et le canon César, qui a été utilisé à de très nombreuses reprises, soit détruit, puisque c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on en a parlé. Bon, il est évident que, de toute façon, la nouvelle commande est déjà en cours. Et s'il y a les moyens nécessaires, et si Bercy ne bloque
pas tout, parce qu'on tombe toujours sur le problème de Bercy. Ça, je leur en voudrais toute ma vie. Mais il est évident qu'on arrive, si on dépasse cet obstacle, on y arrive. Ceci dit, vous posez effectivement un autre problème important. C'est qu'à l'occasion de la guerre d'Ukraine, je vous le disais tout à l'heure, il y a des moyens financiers français, mais également de la plupart des pays qui vont être mis en œuvre. Le problème, qui va en bénéficier ? Et qui va en bénéficier, c'est un problème économique, mais c'est également un problème de souveraineté. N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous avez des composants dans du matériel, quel qu'il soit, des composants étrangers, le pays étranger peut parfaitement bloquer cela au nom des restrictions de vente, ou au nom d'ailleurs des restrictions de transfert. Donc vous n'êtes plus Prenons un souverain. exemple concret, par exemple, Alors, la Bulgarie, quand la Pologne achète du matériel américain, par exemple, parce qu'ils sont coutumiers du fait d'acheter du matériel américain. Est-ce qu'un jour, les Américains pourraient dire, bah, écoutez, moi, je bloque. Et exactement. Alors, à la fois, ils peuvent dire... Je coupe le logiciel et puis vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Alors, ils peuvent à la fois bloquer leur vente, ils peuvent empêcher, ils peuvent interdire la vente à un autre pays, et quand il y a des composantes, ils peuvent bloquer la vente à un autre pays, alors même qu'ils ont passé un contrat avec nous et qu'ils sont d'accord pour que nous le disions, mais ils peuvent bloquer la vente au nom de la composante qui est là. Donc vous avez là un véritable problème. Et vous avez d'autant plus un problème que vous n'avez pas une volonté politique suffisante en Europe et que vous n'avez pas une unité économique suffisante en Europe. Vous n'avez pas une volonté politique, c'est le problème du rapport aux États-Unis et du rapport à l'OTAN. Vous avez beaucoup de pays européens qui croient davantage dans l'OTAN qu'ils ne croient dans une défense européenne. À tort ou à raison, c'est un autre problème, on l'évoquera sans doute. Mais à partir de là, ils ont tendance effectivement à acheter du matériel qui leur est recommandé par l'OTAN, lequel OTAN étant de facto dirigé par des gens, sinon par des Américains, du moins par des pays et des secrétaires généraux qui sont extrêmement favorables aux États-Unis. Ils ont tendance à faire acheter sur étagère, comme on dit, des choses toutes construites, qui intéressent davantage l'industrie américaine. C'est l'affaire des M16, c'est la Pologne, mais tous les pays nordiques, pratiquement, sont sur cette base, y compris d'ailleurs quand ils se sont assez largement fait avoir. C'est-à-dire que sur le nouvel avion américain, effectivement, on leur a demandé d'avancer très vite de l'argent et à des niveaux tels que la plupart de leur effort de défense était complètement bloqué. Et ensuite, le programme a pris un retard considérable, un retard de plusieurs années avec un doublement du prix. Mais ceci dit, ils s'étaient engagés, donc ils sont pris. Aujourd'hui, la Roumanie envisage effectivement de se doter aussi d'avions américains. Alors, la Belgique et les Pays-Bas aussi. La Belgique et les Pays-Bas, alors même que vous avez l'Eurofighter, par exemple, qui est un avion européen. Alors, je ne parle même pas des avions strictement français que nous avons. Mais ça n'est qu'un exemple, si vous voulez, mais un bon exemple, je crois, de ce que, effectivement, l'Europe n'a pas une volonté, n'arrive pas à dégager une volonté politique qui ferait qu'on achèterait par priorité d'abord européen. Et même, nous le voyons dans les pays qui ont le plus coopéré avec nous, que ce soit sur les hélicoptères, sur le NH90, ou que ce soit sur le Tigre. Ou bien, même ces pays-là, aujourd'hui, ont une attitude assez curieuse. Regardez ce que fait l'Allemagne, qui veut créer un drone avec les Israéliens, alors même que la France, la Belgique et un certain nombre d'autres pays sont prêts à avoir un drone européen. Vous avez là un véritable problème qui se pose. Vous avez des tas de briques industrielles, car nous avons de remarquables industries. Il nous arrive parfois de coopérer. On ne voit pas se dégager un véritable soutien de notre industrie de défense par les gouvernements qui ferait que, effectivement, une défense européenne en construction s'appuierait aussi sur du matériel européen, ce qui, bien entendu, facilite la formation des utilisateurs, ce qui facilite l'entraînement, ce qui facilite l'interopérabilité. Bien sûr, et accessoirement les coûts aussi, hein, bien sûr. Et ce qui éventuellement peut permettre oui, mais quand vous parlez de manque de volonté de construire cette défense européenne, Madame la Ministre, on voit bien régulièrement des réunions de ministres européens des Transports, ministres européens de l'économie, etc. Cette Europe de la défense, elle existe, elle est incarnée par qui? Quand le président de la République dit il serait bien que la France devienne l'aiguillon de la défense européenne au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne.
Est-ce qu'il se profile comme étant quelque part un petit peu le leader, en étant peut-être aussi garant de la dissuasion nucléaire, le seul pays de la dissuasion nucléaire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là de devenir l'aiguillon de la défense européenne? Alors, il est vrai que grâce au général de Gaulle, nous disposons de la dissuasion nucléaire qui nous donne un statut tout à fait à part. Et qui, effectivement, je l'ai constaté pendant les 5 ans et quelques où je suis restée au ministère de la Défense, nous permet de parler, nous permet de jouer ce rôle de leader. Bon, dire on va être l'aiguillon de la défense européenne, malheureusement, c'est venu assez souvent. Moi, je me souviens, quand j'ai été nommée ministre de la Défense, Jacques Chirac m'avait donné 3 fonctions. L'une, c'était de préparer la loi de programmation militaire, puisqu'elle avait été préparée sous Jospin, justement, avec cette idée, on tire une dividende de la paix, et donc on diminue d'une façon importante les crédits, donc il les remontait, il fallait ensuite les ajuster entre les différentes armées et faire les arbitrages nécessaires. La deuxième mission, c'était de remonter le moral des armées, qui en avaient un peu besoin, et la troisième, c'était de lancer l'Union européenne. Et je me suis efforcée, effectivement, pendant les 5 ans où j'étais là, d'entraîner des pays. Et de toute évidence, il y avait un certain nombre de pays qu'il était impossible de faire sortir de leur espèce de confort où ils dépensaient le moins possible pour leur défense, ce qui leur permettait, dans d'autres domaines de développement industriel ou domaine social, de progresser, c'est certain, mais qui posait effectivement problème. Et puis, leur idée que le parapluie OTAN, de toute façon, nous protège suffisamment. Il nous protégeait d'ailleurs d'autant plus à l'époque que je me souviens, c'est la première fois où la Russie a siégé autour de la table de l'OTAN. Quand on regarde la situation aujourd'hui, on oublie complètement ça. L'OTAN a demandé à la Russie de siéger autour de la table de l'OTAN. J'étais là la première fois et je crois que j'étais là la dernière fois, d'ailleurs, où ils y ont siégé quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Et c'est évident qu'on ne craignait plus finalement tellement l'agression russe et ces pays se disaient l'OTAN nous protégera s'il se passe quelque chose. Donc c'est vrai qu'avec les autres, on a réussi à faire un certain nombre de choses. On a créé par exemple les groupements tactiques 1500. Qui aujourd'hui, les groupements tactiques 1500, c'est-à-dire c'est cette capacité de projeter 1500 hommes équipés n'importe où dans le monde pour agir en soutien notamment de nos intérêts ou en soutien de nos alliances militaires avec un certain nombre d'autres pays. On parle maintenant de groupements tactiques, c'est à peu près l'équivalent 5000, mais ça, c'était effectivement quelque chose qui était relativement important. J'ai créé la force européenne de gendarmerie, qui n'existait pas et qui est importante quand on passe du vert au bleu, comme on dit, c'est-à-dire quand on sort de pays qui étaient en guerre pour les aider à redevenir des pays fonctionnant normalement. Par exemple, ce qui se passait dans toute l'ex-Yougoslavie, puisque c'était la fin de la guerre, au Kosovo, etc. J'ai réussi à faire créer le premier fonds destiné à l'armement, qui ensuite a été repris. Donc j'ai fait un certain nombre de choses, mais il est évident que réussir effectivement à dire on va créer une Europe de la défense, ça se heurtait à l'idée de dire mais ça va venir finalement en concurrence de l'OTAN. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que reprend Emmanuel Macron, dans une ambiance qui lui est sans doute beaucoup plus favorable, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces pays qui disaient l'OTAN est bien suffisante pour nous protéger et on n'a pas d'efforts financiers à faire, tous ces pays se disent aujourd'hui finalement, on est mitoyen de l'OTAN et on a peut-être intérêt. Je pense à la Bulgarie, je pense à la Roumanie, les pays baltes. Je pense aux pays baltes, effectivement. Ils se disent, il faut effectivement que l'on avance. Oui, mais ça repose quand même ça reposait sur votre bonne volonté, Madame la Ministre, sur votre engagement. Non, pas ma bonne volonté, ma volonté, ce qui est autre chose. Alors, et la volonté de la France, ce qui est encore mieux. Sur votre volonté, sur votre engagement et sur votre envie de bien faire, mais aujourd'hui, en 2023, enfin bientôt 2023, qui incarne? Est-ce que la présidente de la Commission, la présidente de la Commission européenne, est-ce que le président du Conseil, qui incarne, qui peut donner le là sur l'ensemble des 27 pays de l'UE? Et puis on parlera aussi de l'ex-28e aussi, parce que là aussi, le Royaume-Uni, c'est un partenaire important. Et vous étiez aux premières loges, Madame la Ministre. Oui, le seul en Europe, honnêtement, que j'ai entendu tenir un discours qui se tenait en matière de défense européenne, c'est Jean-Claude Juncker, qui était le prédécesseur d'Ursula von der Leyen.
Lui a compris, je crois, ancien Premier ministre luxembourgeois, il a compris ce qui signifiait une défense européenne. Sinon, ce que je crois, c'est justement du fait de ce statut un peu spécial qu'a la France grâce à la dissuasion nucléaire, je pense que c'est la France qui peut jouer ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule armée qui tient. Je ne sais pas ce que le nouveau chancelier allemand va réussir à faire avec son armée. Enfin, c'est quand même très compliqué. Au sein de la coalition avec les Verts, c'est un peu compliqué. Hein. Il a envie de faire, mais il y a les Verts qui, j'allais dire, une fois de plus, bloquent. Voilà. Enfin, voilà. Que ce soit chez nous ou là-bas. Puis même, si vous voulez, les critères d'emploi de l'armée allemande ne sont pas les mêmes que nous. En Afghanistan, par exemple, ils faisaient des opérations civilo-militaires. Il n'était pas question de les emmener dans des opérations militaires. C'était de la logistique beaucoup, évidemment. C'était la suite, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et donc ça comptait énormément. Il est évident que les autres pays, même si l'Italie et l'Espagne ont l'intention d'augmenter leur budget et d'arriver enfin aux 2% du PIB que réclame l'OTAN depuis des années pour équiper leurs forces, il est évident qu'ils sont la France s'en rapproche, on n'y est pas encore aux 2%, mais on s'en rapproche. Oui, mais on y sera. Mais on y sera, 2025, et c'est pas un problème. Et de toute façon, nos militaires savent faire ce qu'il y a à faire quand ils sont sur le terrain. Le Royaume-Uni, Madame la Ministre, le Président de la République, ici même, enfin en tout cas à Toulon, il y a 10 jours, c'est un discours très important qu'il a prononcé, le chef de l'État. Il a annoncé qu'il y aurait donc une rencontre bilatérale avec le Royaume-Uni sur le terrain de la défense au premier trimestre prochain. Le Royaume-Uni n'est plus là, n'est plus dans l'Union européenne, pour les raisons évidemment qu'on ne va pas rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut reconstruire? C'était même si vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils avaient leurs yeux quand même tournés beaucoup vers les États-Unis, mais il y avait quand même, d'un point de vue naval notamment, il y avait un effort quand même qui avait été mené par le président Chirac et puis le président Sarkozy, avec votre concours, bien sûr. Oui, c'est vrai que le discours de Saint-Malo, finalement, d'ores et déjà, et c'était en 2000 ou 2001, je ne me souviens plus exactement, mais il prenait déjà en compte la spécificité britannique, c'est-à-dire étant très proche, notamment sur le plan nucléaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des États-Unis, mais en même temps, étant européens, étant les seuls qui étaient au même niveau que nous. Et c'est la raison pour laquelle, y compris sur le deuxième porte-avions nucléaire, nous avions travaillé ensemble pour voir s'il était possible, malgré les différences technologiques de leurs avions de chasse et des nôtres, s'il était possible de faire une partie de ce deuxième porte-avions en commun, ce qui a baissé effectivement les coûts. Mais il est évident que parce que la Grande-Bretagne a une vraie défense, il est évident que l'on travaille tout naturellement avec eux. Et donc, ce qui a été fait à Saint-Malo avec Jacques Chirac, ce qui a été fait par la suite avec Nicolas Sarkozy et qui continue avec Emmanuel Macron, c'est la mise en œuvre de cette évidence que les deux armées qui, aujourd'hui, sont totalement à la fois professionnelles et aptes à répondre à quasiment tout type de conflit en Europe au sens géographique du terme, c'est la France et la Grande-Bretagne. Avant qu'on donne la parole au public, et puis toujours Nicolas, bien sûr, qui est là. Il ne faut pas hésiter, Nicolas. Oui, bien sûr, Nicolas. Il est maintenu, là, il ne dit rien, il ne parle pas. Il boit vos paroles. Voilà, très bien. On parle, là, aujourd'hui, on est dans le... Et on en reparlera d'ailleurs demain avec le grand spécialiste qui est Olivier Védrine, qui se trouve au premier rang, avec une députée qui sera là aussi, une députée venue de Kiev, lors d'une table ronde exceptionnelle aussi qu'on fera demain soir. Il y a le conflit actuel, évidemment. Bon... Quand se terminera-t-il? Je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. Et on ne va pas commencer, à spéculer, bien entendu. De toute façon, l'issue n'est que diplomatique. Bon. En aucun cas, on ne termine une guerre par des militaires. Bon. On verra ce qui se passe. Mais on assiste quand même, mais ça avait commencé avant cette guerre menée par la Russie en Ukraine, à un réarmement global. Jamais les dépenses militaires n'avaient été aussi élevées dans le monde. Je regardais les chiffres d'un think tank qui lui disait, voilà, un cap a été franchi l'an dernier, celui des 2000 milliards de dollars. C'est le rapport du CIPRI, un institut international qui fait foi en la matière. Il y a des dangers sur le monde. Où résident les menaces? En quoi la France et l'Europe devraient-ils passer à une économie de guerre, Madame la Ministre? Je veux dire, au-delà de l'Ukraine, parce que ces chiffres, ils datent d'avant, évidemment, le 24 février.
Il date d'avant le 24 février. Nous allons, je pense, de plus en plus vers un monde dangereux. Le monde est aujourd'hui beaucoup plus dangereux que quand j'étais ministre de la Défense. Pour une raison précise, c'est que vous voyez des conflits ouverts, ou des conflits qui étaient en sommeil et qui reviennent, et dans le monde entier. La Corée du Nord et la Corée du Sud, la Chine et Taïwan, tout le Moyen-Orient, finalement. Vous voyez en Afrique les tensions interethniques. Donc, ces conflits qui existaient ou qui étaient potentiels, souvent ont tendance à se crisper et à aller encore plus loin. Vous avez un deuxième problème, c'est que le changement climatique va entraîner aussi des tensions. Les guerres de l'eau, les guerres alimentaires, ce sont des effets. L'Ukraine l'a montré, mais en fait, ça existe aussi. Le blocage du blé en Ukraine a fait que vous avez des dizaines de pays en Afrique qui étaient au niveau de la famine. Et l'eau, c'est probablement quelque chose encore pire. Vous avez des guerres qui sont de forme nouvelle, c'est-à-dire que vous avez les guerres économiques, qui en fait deviennent de plus en plus présentes, mais vous avez également les guerres informatiques. Vous voyez aujourd'hui toutes les attaques qui se passent, ce sont des données tout à fait essentielles. L'espace devient un enjeu de conflit extrêmement important aussi. Donc je pense que nous nous trouvons effectivement dans un monde qui va être un monde probablement plus agité qu'il ne l'était aujourd'hui. Dès lors, il est important, effectivement, de voir que la défense, c'est notre sécurité qui est en jeu, c'est dans un certain nombre de cas notre survie aussi, et c'est la raison pour laquelle il est effectivement indispensable que l'effort en matière de défense soit également pris en compte. Nicolas. Oui, vous avez évoqué la question de la souveraineté militaire qui passe en partie par la souveraineté économique. Alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment, et il faut trouver une voie qui soit une voie astucieuse entre la souveraineté et en même temps conserver quand même une forme de libre-échange, parce qu'on n'a pas intérêt économiquement à généraliser le protectionnisme. Et en fait, ce que vous dites, je buvais vraiment vos paroles tout à l'heure quand vous évoquiez la question de souveraineté en matière d'armement, et puis vous preniez l'exemple des pays d'Europe de l'Est qui achètent des armements aux Américains. Dans nos armements aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, mais dans la plupart des armements, notamment dans les missiles, on a besoin de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs aujourd'hui, ils sont fabriqués 70% à Taïwan, et quand je dis 70%, je suis gentil, parce qu'en fait, c'est sur ceux dont on a besoin, c'est sans doute plutôt 90%. Si jamais la Chine envahit Taïwan ou menace Taïwan, les Taïwanais nous disent de toute façon, nous, on est tout à fait capable de saborder nos usines. Et à côté de ça, les Américains nous disent nous, on commence à rationner nos exportations de semi-conducteurs. Donc, cette question, elle est tout à fait centrale. Et je vais faire le lien, et je voudrais vous faire réagir à ça, à un livre qu'on aime tous, qui s'appelle « L'étrange défaite » de Marc Bloch, dans lequel il fait le lien entre, et j'y pense parce qu'Emmanuel Combe, lors de la table ronde précédente, parlait de ça. Il dit, en fond, ce qui nous a manqué en France, donc il écrit le livre en fin 40, quelque chose comme ça, et il dit, ce qui nous a manqué en France, c'est aussi une préparation économique, et c'est le fait qu'on ne travaillait pas suffisamment. Et en fait, tout est lié. Quand on est dans un monde dangereux, quand on est dans un monde en guerre, eh bien, il faut aussi travailler plus, parce que si on perd aussi cette vision-là de l'économie, au fond, on se met en danger, non pas seulement en danger économique, mais on se met en danger sur notre sécurité, quasiment existentiel. Ouais. Est-ce que vous partagez cette idée selon laquelle, au fond, on est dans un monde tellement dangereux que ça doit plaider pour une politique qui soit un tout, et que la question économique, du renforcement économique, de l'innovation, du travail, elle doit aussi être intégrée dans cette réflexion. Économie de guerre. Oui, moi je reviendrai à l'Europe, parce qu'à la limite, aujourd'hui, un pays même de 70 millions d'habitants, ou quasiment comme la France, ça ne compte pas. Il faut des ensembles qui soient beaucoup plus vastes. Finalement, l'unité de compte de population pour peser dans l'équilibre du monde, c'est probablement entre 500 millions et 1 milliard d'habitants. Donc je pense qu'il faut parler européen. Et ce que je reproche à l'Europe, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire comme parlementaire européen, c'est que nous nous voyons, nous Européens, comme
parmi les leaders économiques, et c'est vrai que l'Europe représente aujourd'hui, en tous les cas, un poids économique important, mais en même temps, nous sommes quasiment inexistants sur le plan politique et notamment sur le plan diplomatique. Alors, les grandes valeurs, les beaux mots, c'est bien, mais si effectivement on ne peut pas concrètement aussi dire ça a des conséquences économiques, c'est important. Donc, pour moi, je partage tout à fait votre point de vue, c'est-à-dire politique et économique sont importants. Et je vous disais tout à l'heure, justement, à propos de la recherche en matière de défense, faisons attention parce que ce n'est pas simplement l'économie de la défense qui est en jeu, mais c'est aussi notre souveraineté d'une part, notre capacité à décider par nous-mêmes, et c'est aussi effectivement dans l'avenir ce que nous allons devenir. Ne l'oubliez pas, moi je l'ai très bien vu dans un certain nombre de pays, c'est parce que les États-Unis sont capables d'intervenir militairement qu'ils obtiennent un certain nombre de contrats qui ne sont pas des contrats militaires mais des contrats civils. Et c'est vrai que la recherche que nous faisons en matière militaire permet aussi à nos entreprises d'être à la pointe de ce qui se fait le mieux en matière de technologie. Et dès lors que l'on parle effectivement des semi-conducteurs, par exemple, on voit bien effectivement la dépendance que l'on peut avoir. Et je pense que ce qui est important, c'est justement soit de ne pas être dépendant, c'est l'idéal, ou d'avoir aussi de quoi tenir. Je vais juste vous dire une anecdote de mes discussions avec Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire d'État américain à la Défense à l'époque, où nous discutions, et c'était pendant la guerre d'Irak, et nous étions justement sur le porte-avions nucléaire, et Rumsfeld me dit, un jour dans nos contacts, il me dit, écoutez, pour le catapultage, je vous signale que vous avez des pièces américaines. Il n'y a que nous qui les fabriquons. Vous ne les aurez pas. Et je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, regardez, près de Bordeaux, nous avons le système qui permet un certain nombre de tests nucléaires. Vous ne l'avez pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, dans les 15 jours, j'ai eu la lettre d'accord sur les pièces qui étaient nécessaires pour le catapultage. Bon. Alors, nous ne le faisions pas, ça nous aurait pris 15 ans de pouvoir les faire par nous-mêmes, mais dès lors que nous étions capables de discuter d'égal à égal, bref, de faire un peu de chantage aussi, parce que la politique, c'est aussi ça, et bien, à ce moment-là, effectivement, ça nous permet de préserver notre souveraineté en la matière. Alors, il nous reste 10 minutes avant que Madame Alliot-Marie nous quitte à regret. Question dans la salle, on va faire passer le micro. Alors, le public, allez-y. Voilà, alors attendez que le micro arrive. Question courte à chaque fois, avec des réponses courtes. On va essayer de prendre un maximum de personnes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Profitez-en. Alors, monsieur qui lève la main, levez-vous qu'on vous voit bien, qu'on vous entende bien. Bonjour. 2 questions, mais qui sont un petit peu liées. Premièrement, vous avez dit que la France disposait d'une armée solide. Est-ce que c'est encore vrai à 5-10 ans avec les attaques cyber, les attaques biologiques, l'attaque dans l'espace de satellites, etc., ennemis? Et puis, deuxième question un peu semblable. Le concept d'une défense européenne peut-elle s'envisager sans d'une unité politique? Parce que quand il y a une armée, en général, il y a un chef. Alors, sur le premier point, oui, nous sommes au niveau à condition de maintenir notre recherche à ce niveau-là. Sur le biologique, nous avons parmi les laboratoires les plus performants en la matière. C'est vrai qu'on n'était pas forcément les meilleurs dans d'autres domaines. Je pense que notamment les crédits qui sont destinés à ça, et je vous parlais du spatial et des 25% de crédits supplémentaires qui sont annoncés sur le spatial, devraient nous permettre d'y être. Maintenant, quant à la volonté politique, elle est globale. Je voudrais bien préciser une chose, parce que je ne l'ai peut-être pas fait tout à l'heure. Pour moi, défense européenne, ça ne veut pas dire armée européenne. Et je ne pense pas que nous soyons prêts à l'armée européenne. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, une armée européenne? Ça veut dire que l'on accepte
que nos propres militaires, Voilà. nos hommes et nos femmes, soient envoyés et risquent de se faire tuer dans un certain nombre d'opérations que nous n'aurions pas décidées nous-mêmes. Et s'il y a vraiment un objet de souveraineté, un outil de souveraineté, voilà. c'est bien sûr l'armée, bien sûr. Hein, voilà, bien sûr. Et c'est l'armée. Et donc, ce que je pense, la défense européenne, c'est autre chose. C'est la capacité de mettre ensemble nos forces pour qu'elles travaillent ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parlais d'opérabilité tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Donc, je pense, faisons attention, parce que l'armée européenne, c'est finalement un peu ce qui sert de repoussoir à ceux qui n'ont pas envie de la défense européenne. Disons bien, effectivement, chacun des pays reste le maître de sa défense, mais il y a une volonté commune et il y a, je dirais, une action commune pour que nous puissions, pour que chacun apporte sa pierre, en quelque sorte, à l'édifice et nous permette d'avancer. C'est ça ce que ça signifie. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on a sans doute moins besoin, ce n'est pas forcément le président de la commission qui va être celui qui en décidera, c'est autre chose. Ça reste effectivement au niveau du Conseil des ministres, et beaucoup plus qu'au niveau de ce qui est partagé, et a fortiori de ce qui serait partagé à la majorité et non pas à l'unanimité. Alors, question s'il vous plaît, encore à nouveau dans la salle. Qui veut prendre la parole? Monsieur peut-être. Ah, ben, approchez-vous madame pour le micro. Question courte s'il vous plaît monsieur. Oui, bonjour madame. Je suis très enchanté d'être en face de vous d'ailleurs, pour avoir été dans l'armée en partie. Donc je voulais vous dire une chose, ce qui est important, puisqu'étant d'origine corse, c'est aussi le guerrier. Or, on a l'impression que le guerrier, à la fois tchétchène, russe, mongol, je ne sais pas un peu, il fait appel à tout ça, ce guerrier-là et donc, dans cette préhension de choses, peut-être qu'il n'a pas vis-à-vis de, j'allais dire, nos guerriers à nous, qui sont peut-être moins avides de tout ça et qui laissent plus d'espace à une compréhension plutôt qu'à une action. Et donc, la question serait, on est en face peut-être deux civilisations, une qui a évolué vers ce que dit Poutine comme étant une civilisation un peu appauvrie, et l'autre qui a été toujours une civilisation donc de victoire. Là, on est au-delà des questions, j'allais dire, militaires, budgétaires, économiques. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que ce que m'ont appris les militaires, ils m'ont appris beaucoup de choses, mais ce qu'ils m'ont appris, c'est que le rôle du militaire, c'était pas simplement de tenir un fusil ou d'appuyer sur le bouton qui va lancer un roquette. C'est aussi la capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain et d'agir. Je dis parfois que pour moi, parmi les meilleurs diplomates, il y a les militaires, parce que je les ai vus faire dans un certain nombre de lieux, y compris en Côte d'Ivoire, où c'est eux qui réussissaient à mettre ensemble ceux qui se battaient les uns contre les autres. Et de la même façon, quand on on parlait beaucoup en Afghanistan de la French Touch, c'était aussi la capacité de comprendre ce qu'est la civilisation de ceux qui sont en face de vous. D'ailleurs, il y a à côté de Paris un centre qui est destiné justement à ça, à préparer les militaires qui vont dans un certain nombre de pays et de les initier à cela. Et je pense que ça fait partie aussi de l'action. Quand vous voulez gagner sur le terrain, c'est pas simplement avec des armes, mais c'est aussi comprendre ce qui se passe et agir pour trouver une solution à ce qui se passe. Savoir qui est en face. Encore peut-être une question à Madame la Ministre, qui se trouve ici avec vous quelques instants encore ici à Saint-Raphaël. Juste une question tout à l'heure, dans toutes les menaces que vous aviez évoquées, Madame la Ministre, quelle est la plus importante quand même? La Chine, c'est vraiment une menace. On voit un réarmement naval total de la Chine, deuxième porte-avions. On voit comment ça et là, ils essaient de contrôler des îlots en mer de Chine méridionale. Il y a évidemment Taïwan, auquel faisait allusion Nicolas à propos des SMI, des semi-conducteurs. Est-ce que là réside la guerre de demain, vraiment le gros conflit de demain? Voilà. Alors, d'abord, je vais vous dire une chose. Et j'ai beaucoup essayé, notamment au Parlement européen, je pense qu'il ne faut pas parler des pays. C'est dangereux de parler des pays. Parce que nous ne sommes pas en guerre, nous ne serons pas en guerre contre la Russie ou contre la Chine.
on peut être en guerre, on peut être opposé au gouvernement des pays. Bien. Et je pense que c'est important. C'est bien de le rappeler en ce qui concerne la Russie notamment. Il ne faut pas insulter l'avenir. Bien sûr, vous avez raison. Et ça, je pense qu'il faut faire effectivement très, très attention à ça. Alors ensuite, ça change déjà la donne. Ça change déjà la donne. Parce que finalement, le problème de la rivalité, elle se pose dans tous les domaines. La Chine est probablement pour nous beaucoup plus redoutable en termes de production industrielle technologique, parce qu'on l'a souvent vu comme le pays qui payait très peu et donc on décentralisait vers ces pays, alors qu'elle a fait des progrès technologiques extrêmement importants. Alors de manière autorisée ou pas autorisée, c'est un autre problème. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Et moi, je me souviens très bien de discussions avec eux sur la résolution satellitaire, effectivement, où on était prêt à leur offrir une résolution, c'est-à-dire la capacité de regarder quelque chose d'1 mètre. Et eux voulaient, parce qu'ils savaient très bien que nous étions à moins de 50 cm, ils voulaient ça. Et la discussion que j'ai eue avec eux, eux disaient, de toute façon, dans 3 ans, nous l'aurons. Voilà. Nous avions mis 15 ans. Donc, je pense que le véritable problème, finalement, c'est celui-ci. Et de la même façon, il faut bien voir une chose. Regardons les États-Unis. Ce sont nos amis, ce sont nos alliés. Ils feront toujours passer leur intérêt en premier. Ce qui est logique. Moi, je me souviens de discussions avec eux. J'aurais dit, mais attendez, vous défendez vos intérêts. C'est tout à fait normal. Vous comprendrez que moi, j'aime la France autant que vous aimez les États-Unis et que je défends mes intérêts. Bien sûr, bien sûr. Et attention à ne pas oublier cela. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'achat sur étagère. Il y a aussi ça derrière. Donc, si vous voulez, alors la Chine de Xi Jinping, est-ce que c'est... Je ne parle pas de la Chine, les volontés de Xi Jinping sont-elles, comment dire, à craindre pour les années à venir? Ils ont du temps. Voilà, ils se projettent toujours sur 2049. Ils ont du temps. Tout à fait. Mais je dirais que tout est à craindre. C'est-à-dire ceux qui ont une vision globale. On n'a peut-être pas parlé de ça. Je ne pense pas que dans le monde, tous les pays aient une vision globale de leurs responsabilités. Je pense que c'est un avantage de la France. C'était le cas de la Grande-Bretagne auparavant. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas aujourd'hui. C'est certainement le cas des États-Unis. C'est devenu le cas de la Russie. Ce que ça n'était probablement pas il y a une dizaine d'années. Oui. Car il y a une dizaine d'années, les problèmes intérieurs intéressaient beaucoup plus les dirigeants soviétiques, russes. Oui. Oh là. Ils intéressaient beaucoup plus les dirigeants russes que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais de la même façon, la Turquie. La Turquie a une vision qui dépasse largement son territoire. Il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de, comment dire, l'impression de régime messianique un peu. Absolument. Voilà. La Chine, je dirais qu'à la limite, c'est un autre problème. La Chine est très présente à l'international, mais probablement plus pour des raisons économiques. Ils sont en Afrique. Ce qui les intéresse en Afrique, ce sont les territoires, finalement, où il peut y avoir une production agroalimentaire. Et tout juste. Ou des matières premières énergétiques. Donc, si vous voulez... et on oublie, par exemple, un pays comme l'Iran. Oui, tout juste aussi. Moi, je pense que l'Iran n'a pas de préoccupation réellement économique, mais en revanche, il y a certainement une vision politique qui est loin d'être la nôtre. Et on ne mentionne jamais ce gouvernement, alors qu'il me paraît être un gouvernement extrêmement dangereux. Nicolas, on va remercier très chaleureusement Madame la Ministre. Bien entendu, je vous demande de l'applaudir. Nicolas, on avait souhaité vraiment faire venir Madame Alliot-Marie pour parler de défense européenne. Un petit mot peut-être. Oui, mille merci vraiment de cet échange incroyablement riche, qui d'une certaine façon est assez rassurant parce que je trouve qu'on voit les problèmes, voilà, qu'on perçoit bien les problèmes, on perçoit les enjeux. Ça fait un lien en plus avec des questions sur lesquelles on travaille beaucoup et auxquelles on réfléchit beaucoup, justement, de souveraineté économique, d'avenir de l'Europe. C'est un sujet qu'on traite quasiment tous les ans. Et puis en plus, permettez-moi de vous dire que ce que je trouve extrêmement stimulant, c'est que vous êtes quand même une gaulliste. Et donc, cette question... Non, mais... Je trouve que... Voilà, c'est quelque chose qui transparaît dans chacune de vos analyses, c'est qu'il y a toujours quand même en ligne de mire l'idée de la France, l'avenir de la France, voilà, ce qu'on peut faire pour notre pays. La parole de la France. La parole de la France. Quand voilà, vous rappeliez votre discussion avec Donald Rumsfeld. Mais sans jamais
que ça verse dans un quelconque nationalisme ou une voilà, vision exactement. étriquée. Voilà. Et donc, je trouve ça remarquable d'arriver à tenir intellectuellement cette ligne. Donc, merci aussi Eh bien, pour ça. applaudissements à nouveau pour Madame Alliot-Marie, s'il vous plaît, qu'on remercie, à qui on souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle conférence.